fait plaisir à Martin Boucher, directeur de la Direction d'accès à l'égalité en emploi et des services conseils, et moi, Gemma Mejia, conseillère en accès à l'égalité en emploi, de vous présenter en fait quelques éléments du programme. Aujourd'hui, on va vous parler plus spécifiquement, on va effectuer une mise en contexte en fait en vous donnant quelques définitions. On va parler également d'auto-identification, on va parler des différents types de mesures qu'on applique dans les cas des programmes d'accès à l'égalité en emploi. On va rentrer plus en détail dans la notion des compétences équivalentes, ce qui nous pose beaucoup de questions de la façon dont on applique ces mesures. Et à la fin, on va vous présenter aussi quelques services qui sont offerts par la Commission. Martin va conclure également avec 3 points après notre intervention. Donc, je vous laisse avec Martin pour commencer. Bonjour tout le monde. Alors, un plaisir d'être présent parmi vous. Alors moi, je vais commencer par une certaine mise en contexte, puis aussi au niveau des définitions. Alors, ça se trouve être à la page suivante dans la présentation. Alors, vraiment, je croyais qu'il était pertinent de définir ou de faire un rappel de certains termes qu'on utilise dans la présentation afin de bien saisir les différences. Dans un premier temps, l'accès à l'égalité en emploi. Alors, c'est vraiment un concept qui est basé sur le droit à l'égalité prévu à l'article 10 de la Charte et il fait référence à une intervention légale de l'État. Il s'agit en fait de la restauration d'un des droits fondamentaux prévus à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Un programme, essentiellement, ça vise à corriger la situation des personnes faisant partie de certains groupes victimes de discrimination en emploi et vraiment à éliminer tout élément potentiellement discriminatoire du processus de dotation d'un employeur envers ces groupes. En fait, il s'agit d'une solution qui est de nature systémique, visant à corriger une problématique systémique. L'équité, lorsqu'on parle d'équité, ça fait référence à un sentiment ou à une perception de justice par rapport à une situation donnée. Elle désigne vraiment une démarche qui vise à traiter chaque individu et chaque groupe historiquement défavorisé de façon juste, en tenant compte de leurs caractéristiques particulières afin de les placer sur un pied d'égalité par rapport au groupe majoritaire. L'équité, c'est un moyen utilisé pour atteindre l'égalité. Alors voilà. Trois autres éléments que j'aimerais préciser aussi, c'est la diversité. Alors pour nous, la diversité, ça fait référence vraiment à un groupe d'individus qui possèdent des caractéristiques différentes par leur identité, leur origine géographique, culturelle, religieuse, l'âge, leur sexe, leur genre, leur orientation sexuelle, leurs limitations physiques ou intellectuelles, leur discipline, etc. Ce qu'on remarque, c'est que la diversité est souvent associée à un concept managérial de gestion axé sur la rentabilité économique d'une entreprise ou d'une organisation. Notons que le concept de l'accès à l'égalité, lui, est beaucoup plus rigide, par contre, et que celui de la diversité. La diversité laisse en place à une plus grande latitude pour un employeur quant à son interprétation et aussi une liberté accrue quant à son application. Pour nous, l'inclusion fait référence à l'action de mettre en place un environnement respectueux de la diversité qui intègre pleinement tous les membres de la communauté, qui les accompagne et qui leur offre des mesures de soutien pour favoriser le bien-être et leur accomplissement. C'est vraiment un engagement soutenu visant l'accueil, l'intégration, l'accompagnement et le cheminement des groupes marginalisés. Tant qu'à l'EDI, lorsqu'on parle d'EDI, pour nous, ça regroupe 3 concepts: équité, diversité et inclusion. Et l'EDI est souvent associé dans une institution à une démarche d'engagement visant l'application de ces principes, dont l'objectif, c'est vraiment d'éliminer tout comportement discriminatoire des personnes reliées à une organisation ou en lien avec l'organisation. L'accès à l'égalité à l'emploi, toujours une voie privilégiée. Alors, je vais juste discuter brièvement ici de certains éléments, ici, soit le rôle, les groupes visés, les employeurs, nos outils, nos publications et nos nouvelles orientations. En ce qui concerne le rôle de la Commission, alors toujours dans un volet d'accès à l'égalité en emploi, alors la Commission des droits de la personne vraiment veille à l'application de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics et elle s'assure que tous les organismes qui sont assujettis à cette loi se conforment à leur objectif et vraiment aux exigences requises par la loi. La direction de l'accès à l'égalité des services conseils, qui est ma direction, est en charge plus de l'administration des programmes et des opérations. Essentiellement, on a 2 rôles principaux ici. Nous, c'est vraiment de porter assistance sur demande aux employeurs lors de l'élaboration ou de l'implantation d'un programme. Et aussi, on vérifie la teneur de l'efficacité des programmes. Alors, tous les éléments qui peuvent constituer un programme, nous sommes tenus de les vérifier.
Il y a d'autres mandats, mais ce n'est pas pertinent pour la présente présentation. Alors, je vais passer au groupe visé. Alors, il y a 5 groupes visés qui sont visés habituellement par la loi. Alors, ce sont les femmes, les personnes handicapées, les personnes autochtones, les minorités visibles et les minorités ethniques. Alors, on parle d'auto-identification bientôt. Alors, tous ces groupes-là ont des difficultés propres à l'auto-identification. Par exemple, pour les femmes, alors c'est l'appartenance des groupes des femmes par une personne trans. Alors, ça occasionne plusieurs questionnements chez les employés, auprès de l'employeur. Surtout lorsqu'un employeur décide d'appliquer une mesure préférentielle, qu'on dit une mesure de redressement, dans le cadre du processus de dotation aux personnes trans, afin qu'elles bénéficient des avantages d'un programme qui est destiné aux femmes. Alors, on a entendu que c'était problématique dans certains cas. Pour les personnes handicapées, la problématique, c'est toujours la même chose, c'est la difficulté de la définition entre une personne handicapée et une personne en situation de handicap. Il y en a une qui est beaucoup plus concise, disons, ou précise. Alors, pour les personnes handicapées qui visent vraiment l'embauche ou du moins le maintien en emploi de certaines personnes avec un certain niveau d'incapacité, qui est moyen ou élevé, alors que la charte, elle, précise une personne en situation de handicap qui est un concept beaucoup plus large. Alors, ça peut y arriver qu'il y a des difficultés d'interprétation dans ces deux définitions-là. Pour les personnes autochtones, alors, ils ont de la difficulté à se reconnaître dans la loi là, et ils s'identifient très peu. Alors, il y a vraiment un processus pour aller rechercher ou atteindre ces gens-là. Aux minorités visibles et aux minorités ethniques, il y a une confusion vraiment entre ces deux définitions-là. On essaie de mettre ça le plus clair possible, mais c'est concernant l'appartenance. Alors, dans certains cas, il y a des personnes qui, selon la loi, seraient minorités visibles, mais eux se considèrent comme minorités ethniques. Alors, il peut y avoir une différence, ou du moins certains éléments qui peuvent être problématiques au niveau des statistiques utilisées. Alors, et finalement, les minorités ethniques, parmi ceux-ci, il y en a beaucoup qui sont de deuxième ou troisième génération au Québec. Alors, et ces personnes se considèrent vraiment comme Québécois. Ils ne voient pas pourquoi ils devraient s'identifier. S'ils ont été choisis dans le cadre d'un processus de dotation, elles veulent vraiment que ce soit en raison de leurs compétences et non pas d'un avantage quelconque en vertu d'un programme. Alors, ce sont des éléments qu'on rencontre lors de l'auto-identification. Juste mentionner qu'aussi à la commission, il y a un comité interne d'orientation qui a été créé à la demande de la présidence pour évaluer la faisabilité et les conditions pour l'ajout des membres de la communauté LGBTQ comme 6e groupe. Alors, je tenais à le préciser. Il y a 3 types d'employeurs. Alors, les sources légales sont la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. Ce sont les organismes publics. Il y a les programmes d'obligations contractuelles. Ce sont des entreprises privées. Et il y a aussi les autres programmes qu'on appelle volontaires, qui peuvent être toute forme d'organisme, sauf que c'est volontaire. Alors, il n'y a aucune obligation, c'est vraiment à leur rythme. Présentement, on regarde aussi pour faire l'ajout d'une façon ou d'une autre, c'est en évaluation présentement. Là. Alors, l'ajout des syndicats, présentement qui ne sont pas couverts par aucune loi ou aucun règlement pour l'accès à l'égalité, les organismes communautaires et aussi les ministères ou autres organismes de l'État québécois. Alors, on regarde cela présentement. Au niveau des outils, on en a développé plusieurs, mais la plus récente, c'est l'application qu'on appelle Gestion PAE. Alors, c'est vraiment un système qui permet de traiter rapidement les dossiers et d'éliminer le papier complètement. C'est disponible 24 heures sur 24 et ça permet d'avoir tout le temps accès à ses objectifs et non pas sur un rapport papier, mais plutôt directement en ligne. Alors, c'est très efficace. Il y a d'autres éléments que ma collègue va vous parler un petit peu plus tard, comme les formations. Mais je tiens à mentionner qu'on a quand même 3 publications. Alors, les publications, ce sont un rapport triennal aux 3 ans, ce qui vise un état de la situation pour les organismes publics. Il y a des rapports annuels maintenant qu'on publie à chaque année. On choisit un des 5 groupes visés pour faire un état de la situation et aussi les enjeux et les obstacles que ces gens-là peuvent rencontrer à l'emploi. Et on a un rapport quinquennal, c'est en collaboration avec le ministère de la Justice, qui on doit se positionner sur l'efficacité de la loi. Alors voilà. Quant aux nouvelles orientations, la commission, c'est tous les commissaires, les dirigeants de la commission ont adopté de nouvelles orientations. En 2016-2017, on a fait un diagnostic organisationnel. Alors, et on a revu certains éléments, dont les composantes de la méthodologie, les outils informatiques, j'en ai parlé, et aussi l'approche avec les employeurs, parce que dorénavant, ce qu'on fait, c'est on vise vraiment à accompagner, être très près de l'employeur. Alors, on cherche aussi à développer des partenariats avec les organismes en employabilité, mais ça s'en vient, c'est en développement. Alors, je vous rappelle les dernières conclusions du rapport triennal. Alors, les programmes ne sont pas nécessairement mis en œuvre d'une façon optimale.
Alors, les efforts ayant été concentrés plus sur le processus que sur les résultats, ben, c'est ça. Avec nos interventions maintenant, on vise beaucoup plus les résultats parce on y croit. Et on insiste sur certaines mesures, dont les mesures de redressement. Alors, qui peuvent vraiment favoriser une hausse de la représentation des membres des groupes visés. Il y a aussi en dernier, un des objectifs fixés par la Commission et les progrès souhaités pour certains groupes visés en matière d'accès à l'égalité après 20 ans d'existence de la loi n'avait pas été atteint. Alors, même si la Commission n'est pas responsable des résultats, c'est le cas, cette responsabilité appartient aux organismes assujettis. Bon, on met tout en œuvre vraiment pour tous les éléments qui peuvent être placés pour assurer le succès des programmes et leur pérennité, mais on le fait. Alors, et entre autres, on va exiger une reddition de comptes et on est en train de réviser la judiciarisation des dossiers. Alors, on comprend par contre que malgré tous ces changements-là, ben, le défi majeur aussi pour la viabilité des programmes, parce que c'est la source des programmes, on repose là-dessus, c'est l'auto-identification des membres des groupes visés. Alors, j'en ai parlé un petit peu, je vais laisser ma collègue poursuivre là-dessus. Merci. Donc, merci Martin. Oui, justement, en fait, on voulait retenir dans la présentation d'aujourd'hui certains éléments qui sont clés dans l'application des programmes d'accès à l'égalité en emploi, dont l'auto-identification. On le sait, l'auto-identification est la base des programmes d'accès à l'égalité en emploi, mais pourquoi je devrais m'auto-identifier en tant que personne candidate ou employée? La raison est fort importante parce que si je ne m'auto-identifie pas, je ne pourrais pas bénéficier d'une mesure de redressement. En bénéficiant d'une mesure de redressement, ça va permettre d'augmenter la représentation dans les types d'emplois qui sont sous-représentés et au fur et à mesure de corriger les pratiques dans la gestion des ressources humaines qui pourraient être potentiellement discriminatoires. Donc, il y a 3 raisons importantes de privilégier l'auto-identification. C'est très important aussi de s'orienter vers l'auto-identification car on respecte la personne et on l'inclut dans ce processus, on l'inclut dans notre programme. Donc, c'est un élément essentiel. Et comment on devrait le faire normalement? Lorsque ce n'est pas fait, on privilégie toujours l'application du questionnaire d'auto-identification dès l'étape de recrutement. Donc, si on l'applique, comme je vous ai expliqué, on pourrait appliquer une mesure de redressement. Si ce n'est pas fait à l'étape de recrutement, il y a d'autres moments dont je vais vous parler dans quelques minutes, d'autres moments pour l'appliquer. Mais si ce n'est pas fait à l'étape de recrutement, on pourrait le refaire en lançant une campagne de sensibilisation. Lors de cette campagne de sensibilisation, on informe des objectifs du programme. En même temps, on informe de la façon dont on va procéder pour appliquer les questionnaires d'auto-identification et du caractère confidentiel de la démarche d'auto-identification pour rassurer la personne et pour inciter la réponse au questionnaire. Par la suite, on invite les employés à compléter ces questionnaires d'auto-identification. Donc, lorsqu'on accompagne les employeurs lors de nos interventions en tant que conseillère en accès à l'égalité en emploi, on met l'emphase beaucoup sur le fait de détenir les employés, et on va les revoir dans les mesures, de tenir les employés informés des objectifs du programme pour obtenir aussi une meilleure participation, un meilleur taux de participation lorsqu'on leur demande de compléter les questionnaires. La Commission a mis à la disposition 3 outils d'auto-identification pour mieux s'auto-identifier, pour inciter l'auto-identification. Donc, nous avons lancé cette année une nouvelle version du questionnaire d'auto-identification qui a été simplifiée. Et en même temps, nous avons élaboré un guide pour mieux comprendre ce processus d'auto-identification. Dans le guide, on va retrouver des questions et des réponses qu'on se pose normalement avant de compléter ces questionnaires. Donc, c'est vraiment un guide qui incite la personne à compléter les questionnaires d'auto-identification. Donc, ils vont aller toujours de pair. Et en même temps, les définitions sont bien expliquées, ont été bien précisées dans ce guide-là, avec des exemples qui vont permettre à la personne de mieux se retrouver dans la définition. Et ça me fait plaisir aussi de présenter aujourd'hui, je vais faire rouler une vidéo que nous avons en fait sortie depuis la semaine dernière
pour mieux comprendre le processus d'auto-identification, aider les employeurs et surtout aux candidats, aux personnes qui complètent le questionnaire à mieux comprendre et à distinguer, en fait, trouver les différences, surtout lorsqu'ils ne comprennent pas une définition pour une personne membre d'un groupe de minorité visible ou lorsqu'ils sont membres de minorités ethniques. On a beaucoup de confusion dans ces deux définitions-là. Donc, cette vidéo-là clarifie aussi ces informations. Et si vous me permettez, je vais vous les présenter aujourd'hui. Je vous précise qu'elle a été traduite aussi en anglais pour les personnes qui ne comprennent pas le français. Qu'est-ce qu'un questionnaire d'auto-identification? C'est un outil qui permet de s'identifier à un ou plusieurs des 5 groupes visés par un programme d'accès à l'égalité en emploi. Un programme d'accès à l'égalité en emploi, c'est quoi? Au Québec, ces programmes visent à assurer une représentation équitable en emploi des femmes, des personnes handicapées, des personnes autochtones, des minorités visibles et des minorités ethniques. Les membres de ces 5 groupes rencontrent des obstacles dans l'accès au marché du travail. L'objectif de ces programmes est aussi de déterminer et d'éliminer certaines barrières qui freinent leur accès à l'emploi, aux promotions et à la formation. Pourquoi m'auto-identifier? Pour obtenir une mesure de redressement qui vise à corriger les inégalités en embauche ou lors d'une promotion et pour contribuer à une meilleure représentation des 5 groupes visés dans tous les types d'emplois. Je veux être sélectionné sur la base de mes compétences uniquement. La sélection se fait toujours sur la base de vos compétences et de votre expérience. C'est à compétences équivalentes que sera mise de l'avant la candidature d'une personne membre des groupes visés. Est-ce qu'un employeur peut m'obliger à m'auto-identifier à un groupe visé? Non. L'auto-identification est volontaire et les informations recueillies sont confidentielles. Quelle est la différence entre minorité visible et minorité ethnique? Une personne est considérée comme appartenant à une minorité visible en raison de sa race ou de la couleur de sa peau. Par exemple, les personnes de communauté noire, les personnes originaires du Moyen-Orient, d'Amérique latine, des Caraïbes ou d'Asie. Une personne est considérée comme appartenant à une minorité ethnique si sa langue maternelle n'est pas le français ou l'anglais et qu'elle ne s'est pas déjà identifiée comme une personne autochtone ou comme une minorité visible. Par exemple, une personne italienne, bulgare ou suédoise. Les personnes nées d'une union mixte peuvent aussi appartenir à l'un de ces 2 groupes. Qu'est-ce qu'on entend par personne handicapée? Est-ce que ça inclut l'autisme? Il s'agit de toute personne qui a une déficience qui entraîne une incapacité significative et persistante et qui peut rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Ceci inclut certaines personnes qui ont un trouble de santé mentale, les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme et les personnes dont l'incapacité est épisodique ou cyclique. La Commission vous encourage à remplir le questionnaire d'auto-identification. Ensemble, nous voulons favoriser l'égalité et mettre fin à la discrimination en emploi. Pour plus d'informations, consultez notre guide sur l'auto-identification des groupes visés. Oui, parfait. Donc, voilà, donc nous avons cette année officialisé ces 3 outils-là. Le questionnaire qui a été révisé, nous avons élaboré un guide et la vidéo qui vient juste de sortir il y a quelques jours. Donc, nos recommandations toujours pour l'employeur, c'est d'utiliser les outils tels qu'ils sont proposés par la Commission. La Commission a pris soin de bien valider avant de pouvoir les officialiser pour pouvoir les utiliser. Donc, c'est très important de respecter les définitions et les exemples qui sont déjà inclus dans chacun des outils. Et pour terminer avec l'auto-identification, il y a des moments privilégiés pour appliquer les questionnaires d'auto-identification, donc idéalement à l'étape de recrutement. C'est à ce moment-là qu'on peut en fait appliquer une mesure de redressement. Je vais vous donner la définition tantôt d'une mesure de redressement et Martin va rentrer plus dans les détails avec la notion de compétences équivalentes. Mais c'est le moment vraiment pour pouvoir commencer notre processus d'embauche et ensuite d'intégration, de promotion, de formation, etc. Et il y a d'autres moments aussi
Si on n'a pas pu le faire au moment de l'étape de recrutement, au moment du dépôt de la candidature, donc il y a le processus de sélection, il y a aussi l'embauche qui peut nous permettre d'auto-identifier la personne. On peut la permettre de s'auto-identifier. Et également, lorsqu'on demande à l'employeur de fournir à nouveau, de compléter un rapport d'implantation à la fin d'une phase d'implantation, c'est un bon moment pour revenir avec tous les employés, avec une campagne de sensibilisation à chaque fois. Sinon aussi, on pourrait les faire avec des mises à jour annuelles, périodiques, annuellement, pour valider s'il y a une variation dans la représentation, s'il y a des mesures à modifier, à ajuster. Au fond, ça nous permet également de faire des ajustements périodiquement dans l'implantation de notre programme. Donc, voilà pour ce qui est l'auto-identification. Concernant les mesures adoptées, les premiers types de mesures qui vont nous aider vraiment à rejoindre nos objectifs fixés, ça va être les mesures de redressement. Et ce sont des mesures qui visent à corriger vraiment les inégalités durant nos processus d'embauche et de promotion lorsque la personne possède les compétences requises et les qualités requises pour occuper un emploi. Donc, c'est le moment pour pouvoir appliquer une mesure de redressement. Un exemple concret de mesure de redressement, ça peut être, je me fixe pendant une période de 6 mois, 1 an. Je le sais que j'aurai pour une catégorie professionnelle qu'on appelle, par exemple, un poste professionnel, je le sais que j'aurai une possibilité de 10 embauches pour ces groupes d'emploi. Pour ces groupes professionnels et je pourrais me fixer, mettons, 5 personnes dans une période d'une année et appliquer des actions concrètes pour atteindre cet objectif. Par exemple, faire des liens avec des organismes en employabilité, appliquer la notion de compétences équivalentes, accorder un stage professionnel pour rejoindre cet objectif-là que je me suis fixé en termes de nombre. Donc, dans une période déterminée, pour une catégorie professionnelle, pour un groupe visé spécifiquement, je me donne un nombre à atteindre sur l'ensemble de mes perspectives de dotation. Donc, ça, c'est une mesure concrète de redressement. Il y a d'autres types de mesures aussi qui sont très importantes. Vous voyez que le programme, c'est vraiment un programme qui vise des actions complètes pour atteindre des objectifs. Donc, il y a d'autres types de mesures comme les mesures d'égalité de chance qui vont nous permettre d'éliminer des éléments potentiellement discriminatoires dans la gestion des ressources humaines. Donc, on a les mesures d'égalité de chance aussi qui vont éliminer des éléments potentiellement discriminatoires. Et on a pris soin aussi, lorsqu'on accompagne les employeurs, de commencer par des mesures essentielles dans chaque type de mesure pour pouvoir continuer et approfondir à chaque phase d'implantation dans les programmes. Et on a des mesures de consultation et d'information. Les mesures de consultation prévoient en fait le fait de tenir informé la direction, de créer par exemple un comité consultatif pour tenir informé la haute direction avec les ressources humaines, les représentants des employés, des objectifs du programme, de l'avancement dans l'implantation du programme et du contrôle des mesures en fait. Et les mesures d'information vont permettre de transmettre les informations nécessaires, de trouver les moyens pour transmettre les informations nécessaires aux employés qui soient au courant de ce qui se passe avec les programmes d'accès égalité en emploi. On a aussi également des mesures de contrôle. On demande à l'employeur en fait d'établir des moyens pour contrôler les objectifs. Et l'outil gestion PAE nous permet d'effectuer des mises à jour qui vont nous donner une idée de comment ça se passe et déterminer si les mesures que nous appliquons en ce moment portent des fruits ou pas. Donc, voilà concernant les mesures. Et Martin va vous expliquer la notion de compétences équivalentes dont on a beaucoup d'intérêt pour ce type de mesures qu'on applique. Merci.
Alors, la notion de compétence équivalente. Alors, tout d'abord, juste préciser qu'auparavant, nous, on utilisait la notion de compétence égale. Alors, on n'utilise plus ça maintenant. Il n'y a pas il n'y a personne qui est égal. Alors, nous avons vraiment adopté le concept de compétence équivalente. Alors, il faut se positionner pour comprendre cela. Alors, dans le cadre de l'accès à l'égalité en emploi, il faut savoir tout d'abord qu'un employeur peut appliquer une mesure de redressement euh, uniquement dans les catégories professionnelles ou les regroupements d'emplois qui sont sous-représentés. Okay? Et ça peut être appliqué au moment de la décision, cette mesure de redressement-là, mais ça peut être aussi appliqué tout au long du processus, aux différentes étapes là, dans le processus de recrutement. Ça peut être à la présélection, à la sélection, à l'entrevue. Alors, c'est vraiment de favoriser ici, dans certains cas, certains membres des groupes visés lorsqu'il y a un écart qui est quand même marqué là, au niveau de la surreprésentation. Bon. Si une personne s'identifie comme membre d'un groupe visé dans le questionnaire, avec le questionnaire d'auto-identification, elle peut bénéficier d'une mesure de redressement. Okay? Si elle ne s'identifie pas, elle ne peut pas bénéficier d'une mesure. Alors, l'employeur ne peut pas lui octroyer une mesure de redressement si la personne ne s'est pas identifiée. Il faut se souvenir de ça. Bon, alors, mais pour bénéficier en plus de la mesure, la personne, elle, candidate, doit posséder des compétences minimales requises pour exercer les fonctions d'un poste. Cependant, c'est là que ça pose le problème. S'il y a plusieurs candidatures qui possèdent les exigences demandées, c'est là que la notion de compétence équivalente intervient et que son utilisation est recommandée. Nous avons 3 exemples à vous proposer. Alors, je vais en discuter. Le premier, il est simple. Alors, le premier exemple, c'est l'utilisation des listes d'admissibilité ou de rappel pour l'octroi d'une mesure de redressement. Vous le savez, les candidates et les candidats, ils sont évalués au moyen des tests et des entrevues. Exempt, la commission du moins, puis on vous suggère fortement, exempt de toute forme de biais discriminatoire. Toutes les personnes qui ont réussi ces étapes inscrites peuvent être inscrites sur une liste d'admissibilité. Alors, et celles-ci sont réputées posséder vraiment les qualifications requises pour occuper un emploi. Alors, on peut octroyer un poste, mais si jamais il y a un poste à pourvoir pour le même type d'emploi, on recommande simplement de faire appel à une personne qui se trouve sur cette liste-là. Ce mode-là, cet exemple-là est souvent utilisé pour combler les remplacements lors des embauches massives. Alors, lorsque le poste est affiché souvent. Alors, on recommande cela. C'est le plus simple. L'autre exemple, c'est l'exemple numéro 2. C'est l'utilisation d'un seuil de réussite et d'un pourcentage d'écart pour octroyer une mesure préférentielle. Alors, je m'explique. Bon, les candidats et les candidates sont évalués au moyen de tests et d'entrevues. Il y a certaines personnes qui vont franchir le seuil de réussite. Ensuite, c'est classé par notation, en pourcentage, disons. Et habituellement, on vise toujours le meilleur. Alors, c'est-à-dire que le poste est habituellement offert à la personne qui a obtenu le meilleur résultat, c'est clair. Dans la méthode d'un écart de 10%, la décision d'accorder une mesure préférentielle, mais on dit de redressement, peut se prendre parmi les personnes qui se sont classées avec une notation de moins de 10% d'écart avec la personne ayant obtenu la plus haute notation. Alors, j'explique par exemple. Ici, nous avons 3 candidats. Il y en a un qui a eu une personne qui a eu 80%, l'autre personne 76% et l'autre 65%. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'au niveau de l'écart qu'on peut faire ici, c'est 10%. Ça fait qu'on pourrait octroyer une mesure de redressement ici au candidat numéro 2 si cette personne-là se trouve dans un regroupement qui est sous-représenté. En autant que l'écart ne soit pas très grand, pas plus que 10, c'est permis. Alors, c'est un des éléments que nous, on retrouve. À la commission, on l'utilise aussi pour le critère de l'ancienneté. Alors, lorsqu'une personne est plus ancienne, il faut qu'il y ait au moins 10% de plus, ou l'écart plus élevé, pour pouvoir, si une personne qui a moins d'ancienneté, recevoir le poste. Alors, ce sont un exemple ici qu'on peut appliquer à l'interne et qu'on recommande et qui sont légaux. L'exemple numéro 3. Alors, c'est un classement par niveau de résultat et l'octroi d'une mesure de redressement. Okay? Alors, je m'explique. Les candidats sont évalués ici au moyen de tests et d'entrevues. Alors, la personne ayant franchi le seuil de réussite, toutes les personnes sont ensuite classées selon une notation obtenue par ordre décroissant. Le poste est habituellement offert à la personne ayant eu le meilleur résultat. Mais dans ce cas-là, ici, la décision d'accorder une mesure de redressement peut se prendre parmi les personnes qui se sont classées selon les niveaux. Alors, l'exemple, il est ici. On regarde, ils ont fait des tests. Alors, au 3e niveau, vous voyez que j'ai 3 personnes. Alors, entre de 70 à 79%.
et j'ai une personne au 4e niveau. Si la personne qui se trouve au 4e niveau, dans le 4e niveau, c'est une personne qui est une membre d'un des groupes visés sous-représentés, c'est peut-être pas le bon moment d'accorder une préférence à ce moment-là, alors pour cette personne-là. Mais si elle se trouve dans le 3e niveau, pourquoi pas? J'ai 3 personnes ici, ça fait qu'on dit souvent que ce sont des compétences comparables ou équivalentes. Alors voilà. C'était les 3 exemples ici que je pouvais donner ici au niveau des compétences équivalentes. Oui, merci Martin. Donc, pour terminer, en fait, la Commission met à la disposition des employeurs différents services et ressources. Nous vous invitons à les consulter. Ils sont toujours affichés dépendamment, ça peut être la section formation ou publication, mais nous avons ici indiqué quelques-uns. Donc, pour en savoir plus sur les programmes d'accès à l'égalité en emploi, vous pouvez retrouver l'information. Comment accéder aussi à l'application Gestion PAE. On vous donne la possibilité d'aller chercher plusieurs documents qui ont été indexés et qui sont ouverts au public directement dans notre système de traitement des rapports des programmes. Aussi, vous pouvez consulter la commission pour utiliser les services conseils en accommodement raisonnable. Pour accéder aussi à des séances de formation, vous pouvez consulter le site Internet de la commission. Pour obtenir aussi de l'information concernant la campagne Recruter sans discriminer, il y a vraiment beaucoup d'informations qui pourraient vous être très utiles sur la campagne. Et pour connaître les finalistes du prix membres et les membres du jury des prix droits et liberté aussi, nous avons indexé un lien. Et pour accéder aussi aux différentes publications, vous pouvez vous rendre, comme je vous ai expliqué tantôt, à la section publication. Donc, vous avez beaucoup de ressources et de services qui sont déjà offerts de façon gratuite à la Commission. Merci beaucoup de votre écoute et je vous laisse avec la conclusion. Je vous laisse avec Martin pour la conclusion. Merci. Merci, Gemma. Alors, c'est pas très long. En conclusion, je veux juste rappeler que les programmes, c'est vraiment représentent une solution systémique à une problématique systémique. Alors, si votre organisme désire faire augmenter la représentation des membres des groupes visés avec le programme d'accès à l'égalité en emploi, il est très important de porter une attention particulière à sa mise en œuvre et particulièrement de les insérer dans les priorités de la haute direction. Alors, si vous désirez obtenir des résultats, alors on vous recommande cela fortement. Le meilleur moyen pour faire augmenter directement la représentation dans le cadre du processus de dotation, ce sont les mesures de redressement. Alors, on en a discuté, alors on vous les recommande aussi, surtout si le regroupement d'emploi ou la catégorie professionnelle d'emploi, elle est sous-représentée. Pour déterminer la sous-représentation, on a besoin d'une cible, ce sont des statistiques, mais surtout on a besoin d'une juste représentation du personnel à l'intérieur de l'organisation. Alors, car une représentation des effectifs, lorsque vous les transmettez à la commission qui ne reflète pas la réalité de l'organisation, qui est trop faible dans le fond, alors ça va occasionner des objectifs qui sont vraiment trop élevés. Alors, souvent, on va recommander de refaire une deuxième fois le processus de campagne de sensibilisation et d'auto-identification pour aller chercher la donnée la plus juste possible. Je vous rappelle que les fondements des programmes reposent sur l'auto-identification des membres des groupes visés. Alors, on insiste vraiment sur ces éléments-là ici au niveau de la campagne de sensibilisation, comme j'ai mentionné, et aussi de faire compléter le questionnaire. Ça peut être des mises à jour aussi qui peuvent être faites annuellement. Il y a certaines conditions qui peuvent changer, comme pour les personnes handicapées. Alors bref, on a tous à cœur la réalisation des principes d'accès à l'égalité ainsi que ceux de l'EDI. Puis ensemble, on travaille pour qu'on arrive à en faire un succès. Voilà.